on commence avec ces inquiétudes parentales, pas forcément pathologie, avec le très classique marche des pieds en dedans de l'enfant, qui, comme vous le savez, j'imagine, est une inquiétude parentale fréquente, voire très fréquente. C'est vrai qu'on est très souvent interrogé on va dire de 0 à 10 ans, 2 ans à 10 ans, c'est un petit peu trop, mais on est très souvent interrogé sur la marche des pieds en dedans, qui se fait comme ça, et qui, on va le voir, sans dévoiler le sujet tout de suite, mais qui est plutôt normal en fait, qui est physiologique. Alors, vous commencez par l'interrogatoire, hein, bien sûr, quand vous voyez l'enfant avec ses parents, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'antécédent bien particulier. Et puis ensuite, il faut faire un examen de la marche qui vérifie qu'effectivement l'enfant marche bien les pieds en avant. Des fois, ils sont inquiets pour vraiment pas grand-chose. Hein, c'est-à-dire que l'enfant il marche comme ça et ils viennent quand même vous voir. Il faut faire un examen de la marche qui vérifie ça. Et ensuite, des mobilités articulaires de hanche. Et puis, il faut regarder les angles cuisse-pied. En fait, dans la plupart des cas, la marche des pieds en dedans, j'imagine que vous avez déjà entendu ça, elle est due à une hyperantéversion des cols fémoraux. C'est ce qui vous est représenté ici par ce petit schéma. En fait, ce col du fémur qui est représenté dans une vue un peu particulière, mais vous avez placé ici, le pied, le col du fémur, le genou avec la rotule. Si vous regardez par rapport à un plan strictement perpendiculaire, c'est votre trait ici, vous savez, hein, j'imagine que vous vous souvenez que l'angle du col du fémur chez l'adulte normal, il est de 10 degrés, il est beaucoup moins important que chez l'enfant, comme c'est représenté ici sur ce schéma, où là on a près de 30 ou 40 degrés dans tes versions de col. En fait, quand on marche, que ce soit l'adulte ou l'enfant, on donne de la rotation interne dans le col du fémur parce qu'on a besoin, pour une question d'économie musculaire, on a besoin de mettre le col bien perpendiculaire par rapport à l'axe de marche, par rapport à là où on va. Et donc, quand on part de plus loin, parce qu'on a plus d'antéversion de col que chez un adulte, eh ben, on met logiquement plus de rotation interne. Une bonne manière de savoir que c'est bien une hyperantéversion des cols fémoraux que vous avez sur les yeux, c'est de voir les rotules qui tournent en même temps que les pieds. Ça vous montre bien si les rotules ont tourné, c'est ce qu'on appelle un strabisme rotulien à la marche. Si les rotules ont tourné, eh bien ça vient du col du fémur. Donc voilà. En fait, chez l'enfant, alors ça c'est le même schéma, on retrouve l'hyperantéversion du col, hein, vous vous souvenez, la ligne verte qui était là, il y a 40 degrés d'antéversion du col, et forcément, ça va décaler, ça va augmenter le secteur de mobilité des mobilités articulaires de hanche, ça va augmenter le secteur vers la rotation interne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ce que vous pouvez constater chez cet enfant, pour lequel on fait l'examen clinique classique de la marche des pieds dedans, on le met sur le ventre et on constate que quand on met le pied comme ça, il va aller presque toucher le plan de la table d'examen avec ses pieds, ce que nous adultes, théoriquement, on ne peut pas faire. Et c'est pas parce qu'on n'est pas souple, c'est parce qu'on n'a pas une hyperantéversion de col et donc on ne peut pas avoir une rotation interne aussi importante. Je vous ai mis ici la méthode de Netter. Ça, c'est une méthode qui a été publiée il y a quelques années et qui montre que vous pouvez calculer, mesurer vous-même cliniquement l'antéversion du col. En fait, à partir du moment où vous mettez de la rotation interne bilatérale, au moment où vous palpez le plus grand relief du grand trochanter, vous pouvez considérer que votre col du fémur est horizontal. Et donc ça vous permet de mesurer l'antéversion des cols fémoraux, qui est l'angle entre le segment jambier et la verticale. C'est bon? Ça, c'est une méthode qui a été publiée, c'est-à-dire qu'on a montré qu'en faisant ça, on était aussi précis qu'un scanner. Donc c'est quand même très intéressant à faire, parce que comme vous savez, un scanner c'est très irradiant. Et donc,
Avec cette méthode toute simple, vous pouvez mesurer en consultation l'antéversion du col. Donc je répète, c'est l'angle que vous avez entre la verticale et le segment jambier au moment où vous palpez le plus grand relief du grand trochanter qui est ici. C'est différent de la rotation interne. Dans la rotation interne, en général, j'ai des enfants qui ont 40 degrés d'hyperantéversion de col, et là vous avez 80 degrés de rotation interne. La rotation interne chez les enfants, c'est l'angle entre la verticale et le segment jambier. Mais attention, votre problème il peut aussi, ça ne change rien, mais votre problème il peut aussi se loger dans le segment jambier. Et c'est pour ça qu'il faut, pour être complet, faire une mesure de l'angle cuisse-pied. Cette mesure, elle se fait soit sur un patient ambiguïtus dorsale, comme c'est là, soit sur le ventre, comme c'est là. Et vous voyez votre angle cuisse-pied, vous avez un angle qui va vers l'intérieur ici, entre le segment de la cuisse et le segment du pied. Donc des fois, vous n'avez pas une hyperantéversion des cols fémoraux, vous avez une torsion tibiale interne. Des fois, vous avez les deux. Ce qu'il faut savoir, toujours sur la marche, les pieds en dedans, c'est que c'est physiologique. Et ça, c'est pareil, c'est publié depuis longtemps. C'est l'évolution de la torsion tibiale et l'évolution de l'antéversion fémorale. En fait, avec l'âge qui avance, de 0 à 15-16 ans, vous avez là les chiffres d'antéversion fémorale qui tombent, pendant que les chiffres de torsion tibiale externe augmentent. En fait, l'homme est ainsi fait que il a, au moment de l'acquisition des premiers pas, il a une hyperantéversion des cols fémoraux avec un défaut de torsion tibiale externe. Et ces deux choses évoluent, ces deux choses sont responsables de la marche des pieds en dedans, et ces deux choses sont vouées à évoluer vers moins d'antéversion fémorale et plus de torsion tibiale externe, ce qui fait qu'avec l'âge qui avance, et quoi qu'on fasse, l'enfant il est fait pour marcher de plus en plus les pieds en dehors. Okay. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de traitement particulier. Il n'y a pas de traitement particulier parce qu'en fait, on n'est pas dans le pathologique. C'est pas toujours simple à expliquer aux parents. Il n'y a pas de traitement non plus parce que de toute façon, il n'y a pas d'effet. Vous pouvez faire autant de kiné, ou porter autant de semelles, ou même que sais-je. Il n'y a rien qui fera que ça doit se faire tout seul. Le conseil qu'on peut donner quand même aux parents, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur dit très souvent, c'est un conseil tout bête, mais on leur recommande de plutôt déconseiller cette position à leur enfant. Parce que, en fait, dans ces moments-là, dans cette position-là, qu'on appelle en W, l'enfant il est assis en hyperrotation interne. Et donc, c'est mieux, c'est pas facile à expliquer ça à des petits-enfants, mais c'est mieux de les faire asseoir en tailleur. En tailleur, on est en rotation externe de gauche. Il y a un consensus là-dessus, parce qu'il me semblait que justement, ça avait été discuté et que c'était plus forcément vrai. En tout cas, ça paraît logique de vouloir appuyer dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire, et puis ça ne marche pas trop. Après, c'est sûr que c'est pas ça non plus qui va changer les choses. Très probablement, les choses changent si elles doivent changer. Et c'est vrai qu'un certain nombre ne vont pas corriger complètement leur hyperantéversion de col et ne vont pas faire apparaître une grosse torsion tibiale externe. Voilà pour la marche des pieds en dedans. Une autre question à ce sujet? C'est l'intérêt des semelles, parce que souvent en fait, c'est plus pour un développement psychomoteur. Souvent c'est des enfants qui ont des difficultés à la course à pied ou qui commencent à tomber souvent. Oui, c'est un des motifs de consultation. C'est que les parents ils disent qu'ils sont toujours en train de se prendre le pied dans l'autre. Et du coup les semelles, l'intérêt des semelles. En fait, ça va pas changer grand-chose très probablement. Non, mais plus habile. Alors des fois, pour les patients qui en portent, parce que de toute façon, comme tout le monde, je vois énormément de patients avec des semelles, je pose la question. Et l'enfant me répond
Donc, on n'a jamais de réponse très convaincante non plus. Bon, Après, les enfants, ils sont souvent pieds ou pour avoir un enfant qui n'est pas tout le temps, c'est pas non plus. Enfin, j'ai une copine qui c'est un vrai des enfants qui marchent pas envie d'avoir des semaines. ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il dépense pas souvent. Si on regarde la totalité. Quel âge à peu près ça se corrige? Pardon? À quel âge est-ce que ça se corrige? Ben, si on regarde ce graphique, c'est plutôt vers ces âges-là que ça commence à se corriger. Donc, avant 11-12 ans, quoi. 11-12 ans. Ah oui, je pensais que c'était 6-7 ans. Ben, ça dépend. Ensuite, le fameux pied plat, les pieds plats. On appelle aussi en orthopédie pédiatrique les pieds plats valgus idiopathique bénin. Valgus, c'est pour parler de l'angle de l'arrière-pied qui est valgus par rapport au segment jambier. Idiopathique, c'est pour dire que on ne connaît pas de cause, c'est ça, et bénin, on n'avait pas assez comme vous comprenez. Ça concerne la plupart des enfants. À l'acquisition des premiers pas, on est complètement là aussi dans le physiologique, c'est lié à l'immaturité neuromusculaire, plus un certain degré d'hyperactivité articulaire que les enfants ont par rapport aux adultes. Et puis ça va concerner un certain nombre d'adolescents, mais la plupart des patients vont corriger complètement leur pied plat, valgus, idiopathique bénin. La correction elle se fait spontanément lors de la croissance, on va le voir. Alors, malgré tout, quand c'est ça le motif de consultation, eh bien, pareil, il faut faire un interrogatoire et puis un examen clinique. L'examen clinique commence très souvent, moi je l'ai mis facilement sur le podoscope, ici, et puis, parce que je trouve que c'est pratique pour apprécier la réductibilité des pieds sur la pointe des pieds, c'est le signe clinique le plus intéressant parce que très souvent vous avez un enfant qui se présente avec des pieds plats effectivement avec une inquiétude parentale et l'enfant est complètement asymptomatique et ça c'est bilatéral, asymptomatique et ça se recreuse bien quand on lui demande de se mettre sur la pointe des pieds. Ça c'est des éléments qui sont très rassurants. Il faut quand même poser la question de savoir s'il y a des douleurs au quotidien, parce que c'est important. Il faut essayer d'apprécier la raideur éventuelle du pied, parce que des fois, le pied plat peut faire découvrir certaines pathologies bien spécifiques, comme la synostose. La synostose, c'est un pont osseux entre deux os. Il faut apprécier également la flexion dorsale des chevilles, et puis faire un examen neurologique. Quand je fais un examen neurologique, c'est un examen d'orthopédiste, donc c'est succinct, mais on regarde les réflexes de Blavatsky, on demande s'il n'y a pas de déficit sensitif pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose. Ça permet d'éliminer les pathologies comme les synostoses, qui sont responsables de raideur, douleur, la rétraction précipitale éventuelle, c'est pour ça qu'il faut évaluer la flexion dorsale de cheville. Et puis, des fois, on découvre des pathologies neuromusculaires aidées par notre examen neurologique. Oui, voici la marche. Je vous ai mis ça à la fin. Vous pouvez aussi faire marcher votre enfant. Et quand vous vous trouvez en pied plat, vous lui demandez de marcher sur la pointe des pieds. Et là aussi, vous verrez que dans la plupart des cas, ça se creuse, la boule plantaire se creuse. La conduite à tenir, communion admise en orthopédie pédiatrique, c'est pas de traitement, pas de kiné, pas de recommandation particulière pour le chose. Pas de nécessité de semelles dont on sait qu'elles sont non correctrices. Alors ça c'est facile à dire dans un topo. Après, ce que je vis en consultation, c'est la même chose que vous. C'est-à-dire que la plupart des parents viennent en consultation fièrement avec leur semelle,
parce que il y a une espèce d'idée répandue dans la population française entière qui est que chaque enfant, pour être en bonne santé, doit porter des semelles. Donc c'est des fois très difficile de faire rejoindre les parents sur ce discours et cette conduite à tenir. Et finalement, on peut dire que c'est uniquement esthétique, parce que ça se corrige avec la croissance. Voici peut-être le truc le plus intéressant qui est à propos du pied plat avec le idiopathique bénin de l'enfant. C'est une étude qui a été faite dans les années, vous voyez, c'est sorti dans un journal d'orthopédie, en 1989. Et en fait, ils ont suivi un grand nombre d'enfants. Ça a été fait aux États-Unis. Ils avaient dans 4 groupes où ils regardaient ce qui se passait chez le pied plat. Un groupe contrôle sur lequel ils faisaient rien. Un groupe avec des chaussures orthopédiques, un groupe avec des semelles et un groupe avec des semelles orthopédiques mais montantes comme des coques familiales. Et voici ce qui se passait en début de croissance, donc chez les enfants qui avaient 2-3 ans et qui avaient donc le pied plat. Et voici ce qui se passait en fin de croissance, comment était le pied plat, donc il était diminué. Et vous voyez qu'il se passe exactement la même chose sur les 4 groupes en fait, et que le groupe contrôle corrige aussi bien le pied plat que tout ce qu'on a pu faire dans les autres groupes. Ça, c'est une étude qui a quand même des années et des années et qui est très solide sur le plan scientifique et statistique et qui montre clairement que le groupe contrôle fait aussi bien que les groupes qu'on a traités. Voilà un peu. Faites pas trop attention. Il y a peut-être beaucoup trop de choses sur cette diapo. Il faut, juste pour vous dire qu'il faut faire une démarche diagnostique quand on vous amène un enfant pour pied plat. Il ne faut pas trop parler, faut pas trop vite parler d'un pied plat avec lucidopathique bénin, comme on l'a dit, il faut examiner l'enfant. Globalement, chez un enfant asymptomatique, sans antécédent, avec une atteinte bilatérale, des pieds souples qui se recreusent, comme vous voyez ici sur cette photo, on est dans le pied plat idiopathique postural bénin asymptomatique. Pas de consultation spécialisée, enfin sauf si vraiment vous avez des parents trop inquiets, et vous aimeriez que vous les envoyez, pas de semaine, il n'y aura rien de particulier à faire. On dit des semelles qui ne modifient pas l'anatomie du pied, pas d'indication si le pied est asymptomatique. Ça doit être une prescription de recours réservée aux spécialistes. Après, des fois, c'est pas si simple. Vous avez une atteinte unilatérale, ou un pied contracturé raide qui peut vous faire penser à une sinusite, une brièveté d'Achille, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la flexion dorsale, qui peut vous faire craindre une maladie neurologique. Des fois, c'est l'hyperlaxité aussi, qui vous donne un pied plat, pour un enfant, donc, attention quand même, avant de dire que c'est un pied plat avec lucidopathique, mais parfois, on découvre certaines pathologies bien spécifiques à cette occasion. Des questions? Il va revenir sur l'histoire des chevilles, on a beaucoup cette motif de consultation avec les chevilles en dedans. Là, tu veux dire, tu parles de ça. Oui. C'est là. Du valgus. Du valgus important. Ça. Oui, ça, c'est pareil, c'est une inquiétude très fréquente, mais en fait, il faut expliquer aux parents que c'est normal. C'est vraiment normal, et plus l'enfant est jeune, plus il sera hyperlaxe, immature sur le plan neuromusculaire, et plus il sera un peu effondré comme ça. Mais même si ça abîme les chaussures, tout ça. ouais, c'est vrai. Mais ça c'est garanti. Ils vous le disent systématiquement. Ils sont très embêtés par le fait que, de toute façon, là, c'est très clair, les chaussures sont très abîmées, on est très inquiets. Voilà. Et il y a des moments où on ne sait plus quoi dire. En plus, les chaussures, ils en changent très, très régulièrement quand même, parce qu'ils grandissent. Donc, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même moi, je vous rassure, je suis démuni des fois.
oui, ça a vite beaucoup les chaussures. Bon, c'est normal. La marche sur la pointe des pieds, je ne sais pas si vous avez souvent ça, nous on le voit beaucoup. C'est un petit fréquent de consultation également. Il faut savoir que c'est complètement idiopathique, complètement rassurant, complètement bénin avant 3 ans. C'est-à-dire qu'avant 3 ans, l'immaturité neuromusculaire fait que les enfants, entre guillemets, ils marchent n'importe comment, et c'est normal. Donc ils marchent plus ou moins sur la pointe des pieds. Dans la plupart des cas, avant 3 ans, ça cède complètement à l'arrêt, c'est-à-dire que l'enfant, une fois qu'il arrête de marcher, il va se met plantigrade ou bilatéral, c'est-à-dire avec les deux talons qui touchent le sol, et si vous lui demandez de marcher à reculons, c'est pareil, il va se mettre plantigrade avec les talons qui touchent le sol. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas du tout de limitation de la flexion dorsale des chevilles. La flexion dorsale, moi je vous l'ai dit, mais c'est ça. Vous n'avez pas de limitation particulière quand vous examinez ces enfants de moins de 3 ans. Au-delà de 3 ans, eh ben, on va rechercher des Achilles courts, des arguments pour une éventuelle paralysie cérébrale qui n'aurait pas été diagnostiquée jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi un début de myopathie, mais ça m'est arrivé 2 fois de diagnostiquer des myopathies pour ce type de consultation. C'est pas fréquent. Mais c'est vrai que si vous avez un enfant qui marche fortement sur la pointe des pieds, avec des gros mollets, il faut penser à faire un dosage de CPK que moi je fais systématiquement, et puis rechercher le signe de Gowers. Bien souvent, on a en fait des causes comportementales, c'est-à-dire que moi je remarque quand même que les enfants qu'on suit longtemps, ils ont quand même une tendance à être un peu hyperactifs, à être très très actifs. C'est une manière de gérer le stress aussi, de se mettre sur la pointe des pieds. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ça dure depuis des années, on se retrouve dans la première catégorie, enfin dans la première cause qui est Achille court. C'est-à-dire que des fois, le fait d'être très actif et d'être tout le temps sur la pointe des pieds, ça va donner les Achilles, les tendons d'Achille trop courts. Le traitement avant 3 ans, vous l'avez compris, c'est rien de spécial. De 4 à 7 ans, on va commencer à prescrire la kinésithérapie pour faire des étirements globalement des chaînes postérieures, surtout des triceps, mais également des chaînes postérieures, et puis faire un travail du schéma de marche. Au-delà de 7 ans, on fera des plâtres successifs pour gain de flexion dorsale, c'est-à-dire qu'on va plâtrer notre enfant avec une botte, et puis on va essayer de récupérer de la flexion dorsale parce que souvent ils sont trop raides. Et ensuite on les mettra en kiné 1 ou 2 fois par semaine, et puis on mettra des attelles suropédieuses thermoformées pour la nuit, pour essayer de maintenir le résultat de gain de flexion dorsale qu'on a eu grâce au plâtre. Des questions au sujet de la marche sur la pointe des pieds? C'est un Achille court. C'est constitutionnel, parfois? Non, s'il y a un Achille court, il faut faire de la kiné, il faut essayer de les étirer. Il n'y a pas toujours de cause aux Achille courts, mais on voit certains enfants qui sont des fois franchement raides, assez. Mais parce que les adultes qui continuent après d'avoir, mettons, un pied plein, on leur dit souvent que c'est un Achille court, comme ça? Un Achille, oui. Oui, l'Achille court peut être responsable du pied plat, ça c'est sûr. Mais c'est pas toujours le cas, et puis tu peux avoir un Achille court sans avoir un pied plat. Je sais pas si t'as bien compris, mais je vais faire ce que je veux. C'était pas clair. Non, mais c'est... En fait, la plupart des enfants, ils se mettent comme ça sur la pointe des pieds. Mais ça, c'est très probablement parce qu'ils trouvent que ça va plus vite de faire les choses en étant sur la pointe des pieds. Et parce que, je sais pas, c'est leur psychisme aussi qui leur commande ça. C'est ça qui provoque ensuite la rétraction des Achilles. C'est le fait d'être trop souvent comme ça. Donc après, il faut travailler là-dessus. Il faut les étirer en kiné, plus ou moins les plâtrer et les mettre en la tête. Mais ça, tous les Achilles courts, toutes les marches sur la pointe des pieds n'ont pas forcément un pied plat, effectivement. Mais parfois, la cause du pied plat, ça peut être l'Achille.
Et dans les pieds plats, il faut regarder la flexion dans ça. Vous savez pourquoi la chine course, en fait la chine course, il tire trop sur cette zone-là et il met l'arrière-pied un peu valgus. Et donc il vous met le pied un peu à plat. C'est clair. J'ai une question, parce que du coup, chez un enfant qui le fait vraiment beaucoup, c'est quand même dommage d'attendre ces 4 ans, enfin, il y a vraiment des enfants qui passent leur journée sur la pointe des pieds. Il me semble qu'avant 3 ans, il faut quand même conseiller aux parents que l'enfant il se repose, même si je comprends que je suis je sais pas si tu m'entends au début. Je dirais qu'avant 3 ans, un enfant qui est vraiment tout le temps sur la pointe des pieds, il me semble qu'il faut quand même lui conseiller de lui apprendre à poser des talons et pas attendre 4 ans où finalement son tendon il sera déjà trop court et du coup il va avoir besoin de kiné tout ça parce qu'en fait il a toujours été comme ça. Est-ce que c'est pas quand même un conseil qui doit être donné aux parents sans que ça devienne Ce qu'il y a, abusif en fait? c'est que c'est pas simple, parce que de toute façon, l'enfant, à cet âge-là, il s'en fiche. Et puis, la plupart du temps, il n'y a pas encore de restriction. Alors après, oui, c'est toujours une bonne chose, effectivement, mais encore faut-il pouvoir le faire. Voilà. La plupart des enfants de 3-4 ans, ils ne vont pas vraiment écouter, dès que l'attention parentale est relâchée. D'accord. Mais les enfants, ça ressemble quand même bien. Oui. Oui, c'est sûr. Non, mais après, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que si ceux-là, ensuite, on les retrouve 2 ans ou 3 ans plus tard, comme ça, perchés et tout ça, mais le fait est que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avant 3 ans. En plus, la plupart, en fait, ils sont très nombreux à marcher sur la pointe des pieds de temps à autre, d'ailleurs. Oui. Mais encore faut-il faire obéir un enfant, faire respecter ce genre de consigne à un enfant de 3 ans ou 4 ans, c'est pas simple au quotidien. Mais effectivement, il y en a un certain nombre qui vont continuer à le faire, et c'est ceux-là qui sont traités ensuite. Mais je ne vois pas non plus les amener en kiné, surtout qu'ils ne sont pas raides et faire des traitements plus lourds. Juste, je sais que la psychologue du cabinet, elle dit aussi beaucoup d'hypersensibilité de la voie plantaire, la morsure à la pointe des pieds pour les petits. Et donc, elle nous dit, et du coup je me suis mis à dire ça aux parents, qu'il faut insister sur marcher pieds nus et sur dans la douce, dans les cailloux, pour désensibiliser la voie plantaire et que ça sera plus facile pour les enfants de poser leurs pieds. Est-ce que ça tue? Du coup, c'est à mange pas de pain, donc aux parents, ils font ce qu'ils peuvent dans les trucs à bout, là, tout ça, et ça va désensibiliser plus facilement. Moi, je trouve que c'est super d'avoir des trucs à dire aux parents. C'est vrai. Et moi, je suis chaud. Ouais, on peut tout à fait. En tout cas, ça fait attendre jusqu'à 4 ans. Alors, j'avais jamais entendu ce concept d'hypersensibilité de la vie plantaire, mais oui, c'est un concept et pourquoi pas. Il n'y a pas opéré, je m'en fous. De la régulation phonique. De la régulation phonique, ça fait très classe. Trouble de la régulation phonique, ouais, c'est vachement. C'est assez gratifiant parce que du coup, il est très tonique. C'est vrai qu'ils sont souvent toniques. La régulation tonique. Mais finalement, c'est moi qui vais t'apprendre des choses. La régulation tonique et hypersensibilité de la voie plantaire, il faudra que je me note sur le truc. Non, mais encore une fois, c'est super de pouvoir apporter un phrasé, un truc qui va bien pour les parents et avec des choses à faire. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils viennent des fois avec plein de culpabilité, on ne sait pas très bien pourquoi. Pour les pieds plats ou la marche en courant. Les douleurs des semaines. Oui, ça c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et je pense que les mamans, et plus ou moins les papas, mais surtout les mamans, sont très souvent victimes de l'entourage familial et du voisin, la voisine. C'est ce que je leur dis des fois. Je leur dis, mais il y a machin truc muche là, qui vous embête pour dire ce qu'il en pense, il vous faut telle ou telle chaussure ou telle. Mais il a déjà lu un article scientifique sur l'évolution du pied plat ou l'évolution de l'enfant. Les gens
Non, je crois pas. Et effectivement, je pense pas. Mais oui, il y a vraiment il y a tout un truc autour de tout ça. Je sais pas pourquoi. Et c'est très culpabilisant pour certains parents. Les troubles d'axe, des membres inférieurs. Donc, trouble d'axe, c'est génivarome, génivalgum. Sachez qu'il est physiologique, complètement décevant. Génivarome après l'acquisition des premiers pas. Vous avez ici un génivarome, c'est comme Lucky Luke, c'est ça. Et c'est complètement normal globalement, hein, c'est des moyennes, de 1 an à 3-4 ans. Et c'est également normal d'être en génivalgum dans les années qui suivent. C'est-à-dire que c'est complètement, c'est comme la marche en rotation interne. C'est comme l'hyperantéversion des cols fémoraux, c'est physiologique. On fait génivarome, puis génivalgum, et ensuite on a un morphotype normal à partir de, on va dire, 8 ans, 10 ans. Vous voyez ici représenté, mais peu importe, c'est pour dire que ce schéma, c'est pour dire que d'abord on est en varus, ensuite on passe en valgus vers l'âge de 4-5 ans, et on revient normal. Certains vont refaire un peu de varus, c'est pourquoi des fois chez certains, plutôt les garçons, ils font un petit varus tibial en toute fin de croissance. Voilà par exemple une fratrie, une vieille photo qui avait été prise par un de mes professeurs à Lyon, qui montrait que c'est l'évolution du génivalgum avec voilà, un enfant de 4-5 ans qui a son génivalgum, et puis ses frères qui ont suivi les mêmes étapes et qui ont normalisé leur génivalgum au cours de la croissance, donc de 4-5 ans jusqu'à 10 ans. La conduite à tenir, je me répète, désolé, il n'y a pas de traitement particulier, il n'y a pas de kinésithérapie, pas de recommandation particulière, il n'y a pas de nécessité de sommeil qui, une fois de plus, de toute façon, ne vont pas corriger. On est d'accord que des fois, chez l'adulte, les orthopédistes adultes prescrivent des semelles pour apporter un confort, dans certains cas, de génivarome ou génivalgum. Ça, il n'y en a pas besoin chez l'enfant. Hein. Le génivarome, génivalgum tel que je vous l'ai montré, il est complètement physiologique et asymptomatique. Il n'y a pas de... Dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait, c'est quand même une surveillance. Et je recommande un prochain contrôle à 6 mois ou à 1 an, avec plus ou moins des radiographies membre inférieur. Parce que des fois, quand même, il y a des pathologies. Il y a une pathologie que vous connaissez peut-être pas, je ne sais pas, mais qui s'appelle la maladie de Blount, et qui est un génivarome qui ne fait que s'aggraver, qui est une maladie rare, mais qui ne fait que s'aggraver avec la croissance, et qu'il faut savoir quand même diagnostiquer au plus vite. Donc ça, on se méfie un petit peu. Mais sinon, dans la plupart des cas, suivi du trouble d'axe de l'enfant sans antécédent, asymptomatique, avec une petite anomalie, plus ou moins bilatérale, ça m'inquiète pas du tout. Du coup, si le génivarome passe à 4-5 ans, on fait quoi comme radio Il faut faire déjà, il faut nous l'adresser. Oui, on l'envoie. Et il faut faire une téléradiographie membre inférieur et os. Alors, 4-5, ça peut être encore un peu petit peut-être, mais en tout cas, il faut, au bout d'un moment, quand il ne passe pas au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, et voir qu'il s'aggrave, il faut absolument faire des radios et envoyer à l'orthopédiste. Parce que donc, il faut qu'on sache au plus vite s'il y a une maladie biologique. Parce qu'en fait, il faut qu'on les corrige, il faut qu'on les envoie au bloc le plus vite possible pour traiter la maladie. La maladie de Blount, quand elle est traitée avant 3-4 ans au bloc par une mise en valgus, donc l'inverse du segment jambier, ça permet des fois de faire disparaître la maladie. Alors que si on ne sait pas la diagnostiquer, si on ne sait pas la traiter dans les premières années, elle va évoluer ensuite pendant 10 ans et donner potentiellement des catastrophes. Quand on dit qu'elle est rare, c'est quoi? Je ne connais pas la fréquence exacte, pardon. C'est quand même très rare, mais je ne connais pas la fréquence. Il aurait fallu que je la dise ça. L'inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc la différence entre droit et gauche.
Il est complètement physiologique et normal d'avoir une inégalité de longueur des membres inférieurs de 0 à 1 cm. C'est vraiment quelque chose qui est, on est tous plus ou moins inégal entre droit et gauche, c'est normal. Il faudra penser à compenser par une semelle de compensation si ça fait plus de 2 cm ou s'il y a une gêne qui est ressentie. Les étiologies, elles sont très variables, mais le plus souvent c'est complètement idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause retrouvée. La conduite à tenir, elle est toujours un peu la même en fait. De 0 à 2 cm, il n'y a pas de traitement. Quoique, parce que des fois, on voit des patients, ils ont 2 cm d'inégalité de longueur, ils ne sont pas du tout gênés. Et des fois, on en voit, ils n'ont que 1 cm d'inégalité de longueur. Et quand vous les compensez en consultation, quand vous leur mettez une petite cale, ils vous disent tout de suite « Ah, je me sens mieux ». C'est complètement subjectif, c'est complètement différent d'un patient à l'autre. Mais voilà. Donc de 0 à 2 cm, globalement, il n'y a pas de traitement. Et ensuite, de 0 à 2 avec gêne, on fait semelle compensatrice, ça dépend. De 2 à 4 cm, on réfléchira à une épiphysiodèse en fin de croissance du membre le plus long. L'épiphysiodèse, c'est un blocage de croissance. C'est quand on arrête la croissance. En fait, on a des abacs. On sait par exemple que la zone de croissance du fémur distal, elle donne 12 mm de croissance par an. Donc si vous avez une inégalité de longueur de 12 mm, si vous bloquez le côté le plus long 1 an avant la fin de croissance, vous aurez un squelette corrigé en fin de croissance. Au-delà de 4 ou 5 cm, on fait plutôt des allongements du côté plus court, bien sûr, qui est une procédure très très différente et bien plus lourde que la simple épiphysiodèse qui peut presque être faite en une dizaine de jours après une chirurgie qui dure 30 minutes et avec un patient qui se retourne au sport un mois plus tard. Bien évidemment, quand on allonge de 4 cm, c'est beaucoup plus long, c'est des fois une année de traitement. Donc, un chirurgien orthopédiste pédiatre qui vieillit, il fait de plus en plus d'épiphysiodèse et de moins en moins d'allongement. Comment on mesure l'inégalité de longueur de membre? Alors, l'inégalité de longueur de membre, il y a différentes façons de faire. Soit vous avez des planchettes, différentes planchettes, et vous mettez des planchettes sous le pied du côté le plus court pour horizontaliser votre bassin, horizontaliser vos fossettes sacrées ou vos crêtes iliaques, soit sur table, c'est-à-dire sur table en vérifiant que le patient est bien installé et qu'il a les deux fesses posées et qu'il n'est pas tordu comme ça, et bien vous regardez la différence de longueur entre les deux tables. Moi je fais un peu les deux. Ouais. Les deux jambes allongées, ça demande un peu d'habitude. Moi je fais beaucoup sur table, donc j'ai l'habitude de faire comme ça. Juste, comme j'ai une latence de compréhension, j'étais sur le chapitre d'avant, sur les générations et générations, il me semblait avoir rappelé qu'au-delà de 8 ans, quand on avait un généralement de l'homme assez prononcé, il y avait quand même un adressage à faire, car il y avait parfois des déclenchages chirurgicaux qui pouvaient être faits, on fixe le côté. Vous en avez parlé, c'est parce que ça n'arrive pas. C'est parce que dans la plupart des cas, je pense que dans la plupart des cas, vous verrez des enfants qui font un petit génivalum qui va évoluer ensuite en génivalgum et qui va normaliser son axe à 8-10 ans. Après, oui, effectivement, dans certains cas bien spécifiques et dans certaines pathologies bien particulières, effectivement, ça va être évolutif. La maladie de Blount, mais la maladie de Blount, il faut la diagnostiquer au plus vite, si possible, vers 3 ans. 4 ans. Et puis après, oui, en fonction d'une pathologie, vous aurez du génivalgum ou du génivarum, uni ou bilatéral. Et ça, oui, effectivement, ça nécessite des radios successives pour voir si ça s'aggrave avec la croissance. Et effectivement, on fera potentiellement, en cours de croissance, une hémi-épiphysiodèse. Donc, c'est la même chose qu'une épiphysiodèse. Une épiphysiodèse pour traitement d'une inégalité de longueur, c'est une épiphysiodèse pour gratter toute la zone de croissance, alors que quand on fait une hémi-épiphysiodèse pour corriger un trouble d'axe, on ne gratte qu'une petite partie de la croissance sur la plaque.
pour que ça continue de l'autre côté, pour que ça corrige en cours de croissance. Donc le patient, quand on fait une émie épiphysiolaise, comme quand on fait une épiphysiolaise pour IMI, le patient ne sort pas corrigé du bloc. C'est la croissance qui s'ensuit pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans qui va corriger les choses. Donc effectivement, on a intérêt à aller voir vers 8 ans pour profiter encore de la croissance, pour faire une chirurgie qui est beaucoup plus simple qu'une ostéotomie qui va corriger après avoir coupé l'os. Donc ouais, tu as tout à fait raison, mais après c'est parce que c'est du cas par cas. Il faut voir quelle pathologie sous-jacente, quelle déformation, quelle évolution. En gardant en tête que maladie de Bloom potentielle, ça se fait encore plus tôt que 8 ans. Enfin, voilà, là, je vous ai mis à propos de la marche de l'enfant quelques vidéos. Donc elle a 4 ans. Je vous la remets, après vous me direz si vous n'avez pas. C'est l'actrice. Ça pourrait être une actrice. Alors vous êtes inquiet ou pas? Pas d'antécédent. Pas de soucis de santé par ailleurs. Aucune plainte de la part de la patiente. Bon, elle marche n'importe comment et c'est normal. C'est presque qu'il ne faut pas faire attention. Mais c'est vrai que des fois les parents sont très inquiets. Mais bon, il faut examiner. Elle marche un peu sur la pointe des pieds, il faut lui faire un examen neurologique minimal, il faut regarder la flexion dorsale des chevilles, mais très probablement elle sera souple, etc. Et elle fait n'importe quoi quand elle marche les pieds en dedans aussi, mais elle a une hyperantennation des golfs fémoraux, plus ou moins un défaut de tension tibiale externe, etc. Et donc on n'est pas inquiet de la plupart des cas. Suivant. Oui, plutôt 7-8 ans, je pense. Il y avait un pied plat, du coup, on lui demande de se mettre sur la pointe des pieds. Asymptomatique aussi, pas de douleur, pas de problème, vous êtes inquiet ou pas? Non, comme son pied plat, il est bien réactif, on le voit peut-être pas bien sur les vidéos, mais la goutte plantaire, elle se recreuse bien, et donc il n'y a pas de souci. Lui, il marche aussi avec un pied plat. Il marche dehors. Il se débrouille pas si mal. Et alors on le met sur table et regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait exprès, c'est une vidéo pour vous montrer que quand vous regardez si l'Achille est court, c'est bien de mettre l'arrière-pied un peu varus, parce que sinon vous pouvez casser l'arrière-pied en valgus et ça vous fait croire que la flexion dorsale est normale. En fait, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de varus dans votre arrière-pied, parce que chez lui, en fait, il est trop raide. Il a une rétraction précipitale. Si vous voyez, quand on le met en varus, sa flexion dorsale elle est assez longue, très peu de degrés en tout cas, et c'est probablement à cause de ça qu'il marche un peu en pied plat. Et en dehors, c'est la marche en dehors. La marche en dehors, c'est pas de bol.
La marche en couloir, oui, ce serait une vraie question potentiellement. Il faut l'examiner, c'est pareil, hein, il faudra faire les mobilités de hanche avec la méthode de Netter pour voir comment elle colle du fémur, et puis il faudra regarder l'angle cuissier pour voir, très probablement ça se loge dans le segment jambier ou à partir du moment où, à partir du genou, si on prend un plan horizontal, bah, le pied, la portion tibiale externe va être trop importante, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Quand ils marchent comme ça, ils ne sont pas nombreux à marcher comme ça. Et donc, est-ce qu'il faudra un jour lui faire une ostéotomie de correction pour ramener le pied en dedans? Voilà. C'est à discuter. Et, ouais. Des fois, ils sont demandeurs. Parce que tout le monde se moque de beaucoup.